Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une année scolaire fauchée pour certains candidats ayant manqué à l'appel durant les épreuves du baccalauréat des enseignements secondaires au Cameroun. À la grande surprise, leur récépissé d'examen a été confisqué entre les mains des chefs d'établissement qui réclament le paiement total des frais de pension. Malgré les enjeux de ces examens officiels qui se déroulent au Cameroun, d'autres candidats ont eu du mal à respecter les exigences prescrites en la matière. On en parle dans ce journal. Les autorités congolaises crient à une tentative de déstabilisation de l'Union européenne après le gel des avoirs de 9 hauts responsables proches du régime Kabila. Pourtant, de nombreuses entraves au processus électoral, mais aussi des violations des droits de l'homme préoccupent la communauté internationale. Dans un tel contexte, l'élection présidentielle attendue au Congo-Kinshasa en 2017 va-t-elle encore se tenir? Analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. De nombreux candidats ont manqué à l'appel durant le lancement des épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire au Cameroun. Parmi des absents identifiés dans certains sous-centres d'examen à Yaoundé, il y en a dont les récépissés d'examen ont été confisqués entre les mains des responsables d'établissements privés à Yaoundé qui réclament le paiement total des frais de pension, une attitude qui vient faucher toute une année scolaire pour des enfants des familles indigentes. Le secrétaire général des enseignements secondaires a fait le constat lors d'une visite de quelques établissements et sous-centres d'examen à Yaoundé. Reportage, Joël Essengé et Ike Cyril. C'est la concentration au sous-centre écrit du lycée de Ngousso, Ngoulemakong à Yaoundé. 34 candidats sont inscrits au baccalauréat série A, 142 au baccalauréat série C et 448 au baccalauréat série D, pour un total de 624 candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général dans ce sous-centre. Mais tous n'ont pas répondu présent au lancement des épreuves. On a des absents en série scientifique littéraire parce que jusqu'ici, il y a certains chefs d'établissement, les établissements privés. Ils retiennent toujours les récépissés et les cartes d'identité de leurs candidats qui n'ont pas fini de payer la scolarité. En visite sur le terrain pour s'enquérir de l'état de déroulement des épreuves, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, après le lycée de Ngousso, se rend au sous-centre du lycée bilingue de Mimboman, où l'heure est également à la concentration. Nous avons visité quelques centres et nous avons constaté l'assiduité, le sérieux de nos collaborateurs ainsi que les candidats. Et nos impressions sont très bonnes. Et je pense que c'est le lieu pour moi de transmettre à tous les candidats et les collaborateurs le message d'encouragement de Monsieur le ministre. Au sous-centre du lycée bilingue de Mimboman, 125 candidats sont inscrits au baccalauréat A4 allemand, 246 au baccalauréat A4 espagnol, 73 candidats au baccalauréat C et 307 candidats au baccalauréat D, pour un total de 751 candidats répartis dans 19 salles de composition. Mais au lancement des épreuves, 7 candidats manquaient à l'appel. Dans la région du littoral, ils sont environ 12 000 candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Ils ont affronté ce mardi les premières épreuves du baccalauréat. Ambiance dans les différents sous-centres d'examen dans le 3e arrondissement de Douala. C'est un reportage de Warren Zede et Donald Anouzoa.
Aux premières heures de cette journée du 30 mai, le décor était déjà planté dans les différents établissements scolaires de la ville de Douala, retenus comme centre d'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Au lycée bilingue de Niala, dans le 3e arrondissement, le chargé de mission et les surveillants vont procéder à la fouille systématique des candidats avant leur admission en salle. Tout à côté, au lycée bilingue de Nilong de Brazzaville, le chef de centre affirme que tout a bien commencé ici. Il s'agit de faire toute la programmation telle qu'il le faut, l'affichage des documents, l'accueil des candidats, le constat de sceller des enveloppes de preuves, les horaires de démarrage. Au lycée de Ndokpassi, l'occasion est tout indiquée pour le patron des lieux de livrer les premières données statistiques relatives au début de l'examen. Le centre du lycée de Ndokpassi, c'est 917 candidats, répartis en 3 séries, A, C et D. Maintenant, les D, c'est le plus gros du contingent, parce que les D à eux seuls ont 11 salles. Les autres sont répartis en 6 pour les A et 6 pour les C. Le tableau statistique portant cette fois sur les cas d'absence sera complété par le chargé de mission juste après le début de la première épreuve. Nous regrettons jusqu'à présent l'absence de 13 candidats sans que nous général ou la philosophie en première partie. La langue française et l'informatique théorique, matière obligatoire à toutes les séries, viendront clôturer la première journée du baccalauréat d'enseignement secondaire général, édition 2017. Au terme de cette première journée du baccalauréat, comment les candidats apprécient les premières épreuves de littérature, langue française, philosophie ou théorie informatique ou informatique théorique, pour être plus précis. C'était en présence du sous-préfet de Douala 1er qui a fait lui aussi un tour dans quelques sous-centres d'examen du 1er arrondissement de la ville de Douala. Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaï. Baccalauréat général session 2017, le ton a été donné ce mardi sur toute l'étendue du territoire. Après la phase d'identification, les candidats ont affronté la première épreuve de la journée, à savoir la littérature ou la culture générale qui s'est plutôt bien déroulée. Après le passage de cette première épreuve, je ne peux pas dire plus parce que c'était quand même abordable. Et je vois que ça s'annonce déjà un peu bien. La première épreuve n'était pas compliquée ni facile mais abordable. Donc la seule chose que je sais, c'est que j'ai donné le meilleur de moi sur cette épreuve. Pour les épreuves, la qualité des épreuves, on peut dire qu'on s'est retrouvés. Donc on ne pourrait pas dire qu'on n'a rien vu. Bon. Et pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, Jean-Marc Ekouambarga, sous-préfet de Douala 1er, a effectué le tour de quelques établissements scolaires. Donc nous faisons un peu le tour des centres d'examen pour nous assurer que les épreuves se passent normalement et en toute sécurité. Que ce soit au lycée Jos ou au lycée d'Aqua, on a trouvé des élèves en pleine salle, en pleine composition, serein. C'est-à-dire qu'on comprend qu'ils ont passé une bonne année scolaire et ils sont donc en train de composer dans de très bonnes conditions. Et les conditions de sécurité, les mesures de sécurité ont été prises. Il y a la police, il y a la gendarmerie pour pallier à toute éventualité. En marge du dispositif sécuritaire mis en place par les responsables de ces établissements, l'on note aussi l'existence d'une infirmerie devant accueillir les candidats en cas de malaise. La phase écrite du baccalauréat de l'enseignement général qui a débuté ce mardi s'achève samedi prochain avec les épreuves facultatives. Dans l'arrière-pays, il y a eu moins de candidats absents pour ce premier jour du baccalauréat. C'est le constat fait dans quelques sous-centres d'examen situés à Souza, dans le département du Mungo. L'on note qu'au-delà de ce constat, il y a eu une fouille assez importante des candidats juste avant leur entrée en salle d'examen. Jacques Molon et Gladys Sidier, reportage. Première journée du baccalauréat de l'enseignement général au lycée bilingue du Grand Souza. Pour accéder au centre d'examen, il faut montrer patte blanche. C'est la fouille systématique pour tous les candidats. Tu apportes ce pantalon, je t'échappe.
Tu n'as pas un autre pantalon, tu ne peux pas le faire. Passé cette première barrière de sécurité, l'accès en salle d'examen est conditionné par la fouille de tous les élèves. Ils sont 287 candidats qui affrontent les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général, des séries A, C et D, repartis dans 8 salles de classe. Notre sous-centre du lycée bilingue de Grand Souza, nous avons que 287 candidats. Les forces du maintien de l'ordre sont là et travaillent en collégialité avec l'équipe technique de l'établissement. Nous veillons à ce qu'il y ait la sécurité et le souhait que l'examen se passe dans la tranquillité et dans la sérénité. La procédure a été respectée. Les candidats ont eux-mêmes procédé à la vérification des enveloppes scellées qui contiennent les épreuves. Tes camarades, c'est bien scellé. À 8 h, le coup d'envoi de la première épreuve a été donné. Philosophie pour les séries C et D, littérature pour la série A. On lançait les épreuves au lycée bilingue de Grand Souza à 8 h. Tout est en train de se dérouler normalement. Nous avons respecté strictement les consignes de l'OBC. J'ai fait le tour des salles. Les candidats sont concentrés en train de traiter les épreuves. Calme et sérénité habitent les candidats qui ont véritablement conscience que leur entrée dans l'enseignement supérieur se joue maintenant. Nous sommes venus ce matin en étant prêts et pas de stress. Nous sommes bien préparés depuis 9 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un temps de vérité pour tout un chacun. Un cas d'absence a été enregistré dans ce centre d'examen. Débuté ce 30 mai 2017, les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général prendront fin le 3 juin prochain. Le contexte de crise anglophone n'a pas entamé la détermination de certains candidats à se mobiliser pour affronter les premières épreuves du baccalauréat dans des sous-centres d'examen situés à Boya, dans la région du Sud-Ouest. C'est le constat que font Derek Diator et Kate Diarra dans ce reportage. La région du Sud-Ouest a répondu présente au top départ donné ce matin pour les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général. Que ce soit au lycée bilingue de Moliko-Boya ou alors au lycée bilingue de Tiko, le gouverneur de région Bernard Okala Bilay a pu se rendre compte de l'effectivité du démarrage des compositions avec des élèves à l'air studieux concentrés sur les différentes épreuves à traiter. Alors que la région du Sud-Ouest reste le siège de légères tensions provoquées par les revendications liées aux problèmes anglophones, la sécurité et le calme règnent dans ces différents sous-centres. Nous nous sommes rendus dans les différents centres d'examen et pouvons vous affirmer que le début des examens est effectif. Tout se passe dans le calme et la sécurité. Nous incitons les responsables de centre et le délégué régional de continuer d'appliquer les instructions qui leur ont été données afin que les enfants terminent cet examen dans la paix et la sécurité. La journée d'aujourd'hui a été consacrée aux épreuves de littérature, culture générale, de langue française et d'informatique théorique, avec en plus l'épreuve de philosophie pour les scientifiques. Malgré l'enjeu de ces examens officiels dans la vie scolaire des candidats, certains ont eu du mal à respecter les exigences liées aux heures d'entrée en salle d'examen. Certains élèves retardataires ont été refoulés dans des sous-centres où se déroule le probatoire et le cap technique industriel. D'autres, placés sous le coup d'une sanction, ont tenté de tromper la vigilance de certains surveillants pour affronter les épreuves à Yaoundé. Joël Essengue et Aïk Cyril. 240 candidats étaient attendus au sous-centre du collège Jeanne Allégué Messi de Mvolié à Yaoundé. 2 de ces candidats n'ont pas été autorisés à composer, dont l'un suspendu depuis l'année dernière, mais qui a voulu tromper la vigilance des surveillants. Nous ne déplorons que 2 absents. Il y a un candidat qui est suspendu, qui était suspendu les années précédentes, parce qu'il nous est demandé de vérifier ça avant de commencer l'examen. Et il y a un autre qui probablement a décidé de ne pas venir, c'est tout ce que je peux dire, parce qu'on n'a même pas recensé sa présence ici. Dans ce sous-centre où l'on compose en BT, STT et ESF, l'heure est également aux épreuves pratiques. C'est un examen technique. La matière d'œuvre est déjà prête pour la partie pratique. Les ateliers sont prêts pour que tout puisse être donné
de bonnes conditions. Au sous-centre du CETIC de Ngwaekele à Yaoundé, 31 absents sont enregistrés sur 779 candidats attendus au Cap industriel. Il y a des absents qui sont absents du fait qu'ils se disaient, nous ne savons pas de quelle source ils ont l'information, ils disent qu'ils savaient que l'examen passait mardi. Le principe de l'examen, c'est de faire tout, de passer toutes les épreuves. Donc si vous ratez une épreuve, vous êtes éliminé. En visite dans ce sous-centre, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires a pu constater que ce sera certainement une année blanche pour les 31 absents, tout comme pour les 54 qui n'ont pas répondu présent sur les 1162 candidats attendus au centre du lycée technique d'Ekounou. Les épreuves du bac et du probatoire F sont déjà vers la fin ici, tandis que celles du bac STT, sciences des technologies du tertiaire, et du cap industriel, notamment électricité, battent encore le plein. Un coup de projecteur ce soir sur des élèves et enseignants qui travaillent dans des conditions pénibles dans une salle sans confort réservée à toute une école maternelle de Ndjeleng à Bafoussam dans la région de l'Ouest, faute d'avoir ses propres bâtiments. C'est un abri qui leur a été concédé par l'école primaire de ce même quartier. C'est le constat que font nos reporters Dalastiana et Jean-Paul Chouniat à l'occasion du départ en vacances de ces tout-petits. Reportage. Au bout de 9 mois passés ensemble, les élèves de l'école maternelle publique de Ndjeleng 2 sont en route pour les vacances. Tout beau et toutes belles dans leur tenue, disent au revoir à leurs enseignants dans une ambiance de fête, des grands jours. Devant leurs parents venus nombreux, ils déroulent connaissance et valeurs civiques acquises durant l'année scolaire, notamment l'honneur à la patrie. Dans un contexte de crise anglophone, au relance sécessionniste, les tout-petits prônent le bilinguisme, le multiculturalisme et la nécessité de vivre ensemble dans une nation une et indivisible, le Cameroun. Récits, chants, sketchs, devinettes, interprétations, danse, ballet, jeux et défilés de mode en tenue des différentes aires culturelles du Cameroun, les bouts de chou démontrent le potentiel de leur savoir-faire. Derrière cette vaillance des mômes se cachent des conditions de travail pénibles, bravées durant l'année scolaire par ces 45 élèves de 2 sections, 3 enseignantes et la directrice. Dans cette salle, où tous se marchent presque sur les pieds. Je ne peux pas laisser un papier sur ma table. Ce que l'enfant a déjà tiré. Des fois, il y a ceux qui pleurent, donc ce n'est pas très facile. En réalité, les élèves et enseignants de l'école maternelle publique de Ndjeleng 2 erraient dans la rue depuis des années. Et par pitié et esprit d'assistance à personnes en danger, l'école primaire leur a offert un abri sans le moindre confort prévu pour des enfants d'une école maternelle. Travailler comme ça dans une salle de classe où il faut mettre tous les ateliers, il faut mettre l'atelier de toilettes, la cuisine et tout ce que cela comporte. Sans aire de jeu, c'est excessivement difficile. Criant au plus fort de son âme depuis des années pour la construction d'une école maternelle digne dans ce quartier, Dame Chrissy Anne s'inquiète du devenir et l'avenir des enfants de Ndjeleng 2. S'il y avait un message à adresser au gouvernement, c'était de doter le quartier de Ndjeleng 2 d'une école maternelle. Bonne école, madame la directrice. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. En ce mois de mai 2017, Dame Chrissy prend sa retraite après 40 années de sacerdoce à l'encadrement et l'éducation de nombreuses générations d'enfants. En bref, à présent, des agressions qui se multiplient dans le premier arrondissement de Douala. 2 personnes non identifiées sur une moto qui ont réussi à dérober le sac de cette dame qui est en larmes. Ce soir, lundi soir, aux environs de 20 h, elle qui a été agressée par 2 hommes qui se retrouvaient sur une moto et qui ont profité d'un moment d'inattention pour lui arracher son sac à main. Un phénomène qui a pignon sur rue dans le centre-ville de Douala. Le gouvernement peine à tordre le cou à une gangrène décriée dans le secteur des produits de grande consommation. Il s'agit de la multiplication des techniques de fraude sur le poids des produits alimentaires, la spéculation orchestrée
autour des prix pour contraindre le consommateur à payer des denrées de mauvaise qualité à des prix élevés dans un tel environnement que peuvent 14 nouveaux agents de contrôle des prix, poids et mesures récemment affectés à Douala. Leur mission leur a été définie lors de la prestation de serment ce jour dans la ville de Douala. Reportage Donald Brice Kamgan. Chaque ménagère a une expérience plus ou moins intrigante avec ces mesurettes remodelées qui pilulent sur les étals de nos marchés. Dans les espaces de commercialisation des céréales, la pratique est courante et ce sont les astuces qui manquent le moins. Les boîtes sont... On a un peu pris notre boîte, fermé le fond de la boîte. Oui. Ou bien on a scellé un peu la boîte là. Pour que les arachides, on a fait l'économie des arachides, pardon. Ça fait l'économie des arachides. La pratique s'étend d'ailleurs à la quasi-totalité des produits de grande consommation, poissons, viande, rien n'y échappe. Comme on met demi-kilo, après ça ne tape pas bien sur la balance. C'est en l'air, ça ne tape pas bien sur la balance. Quand tu veux peut-être payer l'arachide, pour connaître que s'il n'y a pas de fraude sur les boîtes, il faut regarder le bas des boîtes. Pour regarder s'il y a la différence entre les boîtes qu'on a pliées et les boîtes qu'on a non pliées. Ne soyez donc pas surpris de vous voir servir 3 kg de viande qui ne pèse en réalité qu'1 kg. Notre balance a fait l'affaire. Les gendarmes de ces instruments de mesure truqués, les voici. Ils sont 14 inspecteurs, contrôleurs, agents contractuels et agents décisionnaires des prix, poids et mesures nouvellement affectés dans la région du littoral. En prêtant serment devant la présidente du tribunal de première instance du Vori, il s'engage à tordre le cou au phénomène par la vérification et la répression des fraudes en matière de métrologie. Quand vous allez à la boucherie, par exemple, acheter la viande, la balance doit respecter les mesures. Vous comprenez? On ne doit pas tromper le consommateur. Voilà pourquoi nous chargeons, l'administration du commerce se charge de vérifier les instruments de mesure. Il y a un bureau chaque fois pour ouvrir les instruments de mesure. Oui. Et nous avons souvent des vérifications primitives et des vérifications périodiques. Et pour ces commerçants qui eux aussi sont régulièrement victimes d'arnaques, de faux agents de contrôle de prix. Lorsqu'on est assermenté, on a droit à une carte de commission. Comme ceux qui sont assermentés aujourd'hui, on va les établir ces cartes de commission d'ici bientôt. Quand le contrôleur arrive chez vous, la première des choses qu'il présente, c'est la note de service qu'il le met en service. Les nouveaux fonctionnaires sont donc également appelés à faire preuve de probité dans l'exercice de leurs fonctions, car les fonds éventuellement recouvrés sont destinés aux caisses publiques et non ailleurs, a rappelé le tribunal. Il a reçu toutes les bénédictions de la région du Sud lors d'une messe œcuménique qui s'est déroulée à San Milima dimanche dernier. Il s'agit du nouveau directeur général de l'Académie nationale de football, Karl Enongacho, qui était à San Milima où il était le manager du club La Colombe du Ndiaye Lobo, qui commençait déjà à améliorer ses performances grâce aux stratégies managériales de Karl Enongacho, désormais directeur général de l'ANAFoot. Reportage Donald Brice Kamga et Roger Takala. Alors qu'il a passé moins de 6 mois comme manager général de la Colombe du Ndiaye Lobo, Karl Enongacho est appelé à d'autres fonctions. Celui qui entraînait depuis mars dernier le club de San Milima est désormais le nouveau directeur général de l'Académie nationale de football. Pour souhaiter bonne chance aux techniciens de football, un culte écuménique en présence des responsables, mais aussi des joueurs de la Colombe du Ndiaye Lobo. Monseigneur Christophe Zoa, l'évêque de San Milima, mais aussi les autorités traditionnelles ont tenu à transmettre la bénédiction au nouveau DG de l'ANAFoot. Pour vous en servir pour le bien-être du football de notre pays. Le départ de celui qui est également jusqu'ici encadreur technique en chef de l'équipe nationale de football féminin donne un pincement de cœur au management de la Colombe du Ndiaye Lobo qui souhaite bénéficier des bons conseils de Karl Enongacho, bien que parti. Je vous le disais en titre, les autorités congolaises crient à une tentative de déstabilisation de l'Union européenne après des sanctions infligées à l'encontre de 9 hauts responsables du régime Kabila. Pourtant, de nombreuses entraves au processus électoral et des violations des droits de l'homme au Congo-Kinshasa inquiètent la communauté internationale. On fait le point avec
Eric Marcel Ndiomo. Les motifs mis en avant par l'Union européenne pour justifier ces sanctions portent sur les graves violations des droits de l'homme. Ces hauts responsables sanctionnés ont à divers niveaux une part de responsabilité dans différents massacres perpétrés en République démocratique du Congo. Les sanctions consistent en l'interdiction de voyage dans l'Union européenne et aussi le gel de leurs avoirs dans cet espace. Parmi les sanctionnés, l'on retrouve 3 ministres ou anciens ministres. L'on cite le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, le directeur de l'Agence nationale des renseignements Kalev Mutongo, le vice-premier ministre Ramazani Shadari ou encore Jean-Claude Kassembe Moussonda, ancien gouverneur du Haut-Katanga. Avant ces sanctions, d'autres prises toujours par l'Union européenne en décembre 2016 avaient déjà frappé 7 hauts responsables de la République démocratique du Congo. Ces sanctions interviennent dans un contexte marqué par la crise dans la province du Kasaï, une crise dont l'ampleur inquiète l'Union européenne. Celle-ci qualifiée de rébellion Kamuna Tsapu a déjà fait près de 400 morts et plus d'1 million de déplacés. Les autorités congolaises n'ont pas officiellement réagi face à cette décision de l'Union européenne, mais certains parlent sous cap de tentatives de déstabilisation de la RDC par l'Union européenne à travers cette décision. Dans un tel environnement, l'élection présidentielle au Congo-Kinshasa va-t-elle se tenir cette année 2017? Comment analyser la sortie de l'Union européenne et le silence de l'Union africaine et de la CEAC face à la situation politique qui se dégrade davantage au Congo-Kinshasa? On en parle en deuxième partie de ce journal avec Alex Gustave Azebazé, journaliste et analyste politique. Il est l'invité de la deuxième partie de ce journal. Mais avant, un public reportage avec le supermarché Dove qui casse les prix de tous les produits disponibles dans ces différentes surfaces à Yaoundé. 10 jours de méga réduction. Pour tout achat d'un article, le supermarché Dove vous permet de bénéficier des réductions jusqu'à 50%. Reportage. Après le relooking qui force le respect depuis quelques semaines, place au Sasaye dans les rayons du supermarché Dove. Jusqu'au 4 juin 2017, Dove casse les prix sur tous les achats avec des remises allant jusqu'à 50% du prix de vente habituel. Une aubaine pour les fidèles clients du leader de la grande distribution. 10 jours de Dove Sasaye, c'est une vaste campagne de promotion au niveau des produits disponibles dans les supermarchés Dove. Nous nous sommes rendus compte que l'ensemble des consommateurs ne sont pas toujours à même de faire des achats à certains prix. Et on s'est dit, pourquoi ne pas offrir une certaine marge aux clients, et on a fait des décotes sur l'ensemble des produits des rayons de la cave, du rayon diététique, du rayon lait, de l'alimentation, de la boucherie, etc. Ce Sasaye répond à l'appel du peuple, étouffé qu'il est par la vie chère, et ce dans un contexte économique plus que difficile. Le supermarché Dove, qui se soucie toujours de son aimable clientèle, se met ainsi aux côtés des pouvoirs publics pour alléger les souffrances des populations. Nous allons jusqu'à 50% de réduction sur certains de nos produits. Prenons par exemple les chocolats Link qui viennent tout droit de l'Europe, qui sont vendus d'habitude à 2000 francs, que nous vendons aujourd'hui à 1000 francs. Nous avons le cas par exemple de produits comme l'huile Azur, qui d'habitude est vendu à 1200 francs, qui aujourd'hui coûte 1090 francs. N'en parlons plus de bouteilles de vin, ne parlons plus de whisky. Nous avons par exemple le Balantin qui a l'habitude d'être vendu à 7500 francs, qui est vendu à 6300 francs, avec un casque qu'on offre gratuitement, et bien d'autres encore. Nous invitons donc notre aimable clientèle à venir profiter de cette vaste campagne promotionnelle, de cette baisse des prix. En plus des remises battant tous les records, d'autres avantages attendent les consommateurs qui sont invités à faire le tour des différents rayons qui pour l'occasion ont été suffisamment achalandés. Nous avons aussi mis la cerise sur le gâteau en offrant à notre aimable clientèle beaucoup d'autres services tels que le dépistage gratuit du diabète au niveau des supermarchés Dove. Nous avons également prévu pour nos consommateurs une petite tombola qui leur permet de gagner des bons d'achat de 2500 à 5000 francs sur des achats qu'ils vont réaliser. Nous avons également prévu d'offrir à notre aimable clientèle du pain de vie Dove pour tout achat qui s'effectue au-delà de 18h30 dans nos supermarchés. Un appel qui ne tombe pas dans les oreilles des sourds, comme en témoignent ces bousculades observées dans les rayons et devant les caisses. Oui,
Les 10 jours de Sasaye attirent du beau monde à Dove. Prendre une telle initiative de baisser les prix, c'est encore une très grande initiative de Dove et qui place Dove vraiment au centre de l'action gouvernementale qui vise à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Je vais simplement inviter tous les Camerounais à courir à Dove et à bénéficier de ces 10 jours de Sasaye que Dove organise. Et je souhaite que ces actions puissent continuer. Vous savez, ce n'est pas très facile dans les ménages, dans nos foyers, dans nos ménages. Donc, des actions comme ça viennent aider à alléger la pression de la vie quotidienne. On ne le dira jamais assez. À Dove, un achat contribue à la création d'un emploi et par ricochet à la réduction du chômage des jeunes. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Alex Gustave Azebazé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, analyste politique, spécialiste des questions africaines. 9 hauts responsables congolais ont vu leurs biens gelés et des voyages interdits dans l'Union européenne. Des sanctions prises en réponse aux entraves du processus électoral, mais aussi des violations des droits de l'homme. Au regard du profil de ces personnalités congolaises qui sont visées, que signifient ces sanctions de l'Union européenne? De manière spécifique, l'on peut dire là que l'Union européenne, peut-être un peu plus rapidement que les Nations Unies, exprime par ces sanctions son exaspération quant à la difficulté pour les autorités congolaises, notamment le régime du président Kabila, à mettre en œuvre, comme il en avait été convenu avec les partis en conflit politique, je veux dire l'opposition regroupée au sein du Rassemblement, les accords dits de la Saint-Sylvestre. Ça, le président Kabila a nommé un Premier ministre, mais tout le monde sait que ce Premier ministre-là n'est pas du tout le choix de l'opposition comme il était convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut préciser que parmi les personnalités qui ont été visées par les sanctions, il y a le porte-parole du gouvernement congolais, Lambé Mende, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, essentiellement des responsables de la sécurité. Tout à fait. Pourquoi ce choix précisément? J'en venais. Voyez-vous, la situation congolaise aujourd'hui, de la RDC, est extrêmement volatile, notamment du point de vue de la sécurité. Les difficultés à l'est du Congo, notamment au Kasaï, ont, selon les chiffres des organisations de défense des droits de l'homme et de l'opposition, fait à cette date plus de 3000 morts. Récemment, vous avez dû en être informé, en tout cas, des membres des Nations Unies ou d'une mission des Nations Unies au Congo ont été assassinés au Congo, parmi lesquels un Européen, je crois un Français. C'est suffisamment indicateur de ce que, à défaut de considérer qu'il règne au Congo aujourd'hui un niveau extrêmement élevé d'insécurité, mais qui est lié à la situation, qui est largement lié à la situation politique, qui, elle, s'est détériorée depuis bientôt 3 ans, essentiellement du fait de ce que le président Kabila, le président en fonction dont le mandat aurait dû s'achever en décembre 2016, depuis l'année dernière, en décembre 2016, a usé d'une manœuvre pour ne pas organiser des élections, pour ne pas renouveler les élections, et toutes les forces civiles et politiques qui ont rappelé le principe, comment je vais dire, du respect des dispositions constitutionnelles qui prévoient deux mandats renouvelable une seule fois, ont buté à une répression féroce en tout cas du système sécuritaire du président Kabila. C'est pour ça, ma foi, que les autorités en charge, en tout cas, sont visées principalement dans cette deuxième vague, parce que il faut le rappeler, il y a une première vague qui concernait les sanctions de l'Union européenne, de l'Union européenne, qui concernait cette responsable congolais et cette responsable congolais dont je crois un ou deux de l'opposition. Quand on a fini de dire ça, ce qui moi m'inquiète, et peut-être sans doute on va en replacer, on a le temps,
la réaction des autorités congolaises ou du porte-parole, justement, qui estime qu'il y a une tentative de déstabilisation de la part de l'Union européenne, comme ce fut le cas en Libye et en Irak. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Non, je pense que il est toujours très très facile pour des autorités d'un pays qui ont parfaitement montré leur manque de volonté à aller dans le, comment je veux dire, dans le sens des desiderata du peuple, de trouver un bouc émissaire étranger pour justifier a posteriori leurs actes qui, de manière structurée et organisée, visaient clairement à ne pas favoriser l'expression libre des citoyens. Mais les autorités congolaises estiment que ce sont des milices qui tentent de vouloir perpétrer quelques mouvements d'insécurité à l'est du pays, mais aussi... Mais les responsables congolais qui s'accrochent au pouvoir, les autorités congolaises qui s'accrochent au pouvoir sont responsables de la sécurité des nationaux et des étrangers sur le territoire congolais. Donc, quelle que soit la raison qu'ils peuvent donner, notamment les milices, puisque c'est la raison qu'ils donnent, il est du devoir de chaque gouvernement, de tout gouvernement national, d'assurer la sécurité des nationaux et de tous les résidents du pays. Or, tout ce qui se passe au Congo se passe sous fond de crise politique majeure. Une crise politique dont le pouvoir en place est à 100% responsable. Mais le régime Kabila rejette la faute sur l'opposition qui n'arrive pas à s'entendre et estime que le processus électoral est en train de suivre son cours. On a vu le président Kabila qui lui-même est allé s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que ça ne montre pas une volonté de la part du gouvernement congolais de vouloir justement respecter les accords de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 C'est toujours très aisé pour une autorité qui s'accroche au pouvoir, parce qu'il faut pas chercher un autre mot pour qualifier ce que le président Kabila a fait ou est en train de faire au Congo aujourd'hui, de reprocher à ses victimes, dont les organisations de la société civile, d'ailleurs l'OREDA qui est une organisation sous-régionale et qui était née il y a une quinzaine d'années au Congo et dont le siège est aujourd'hui au Cameroun, a publié depuis bientôt 3 ans des alertes sur la détérioration de la situation congolaise avec des violations massives des droits de l'homme, notamment lorsque les citoyens manifestent, la société civile et l'opposition manifestent pacifiquement. La réponse qui est opposée a toujours été la violence, a toujours été, quand je dis la violence, la répression vive et féroce qui a souvent fait, qui a fait des morts. Mais allez, Gustave, justement, comment comprendre la position de l'Union européenne qui sanctionne entre décembre 2016 et aujourd'hui environ une quinzaine de personnalités congolaises, mais la CEAC et l'Union africaine se montrent moins actives sur ce problème-là? Je pense que l'Union africaine, sur les questions présumées d'ordre intérieur de ses membres, fait sien un principe que je ne défends pas, mais que je comprends parce qu'il fait partie de la charte. Je suis comment je l'ai dit, je suis un légaliste. Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. L'Union africaine considère exactement comme la CAC, la communauté économique de l'Afrique centrale, à laquelle appartient le Congo, le Cameroun et 9 autres pays de la sous-région Afrique centrale, considère que pour le moment, la crise congolaise est une crise politique interne. Et leurs interventions ne peuvent pas prendre la même forme que les interventions extérieures, c'est-à-dire européennes ou onusiennes, en ce que ces différents pays-là, dont le Congo, ces différents regroupements régionaux ou sous-régionaux, donc ce serait au moins attendu à l'impression politique, parce que l'on voit qu'il y a de nombreuses personnes qui perdent la vie dans les conflits entre les milices et les forces régulières armées au Congo. Il y a de nombreux déplacés également, et les pays voisins commencent déjà à ressentir les effets de cette situation politique qui se détériore. Pourquoi l'Union africaine, pourquoi la CEAC ne réagit pas promptement pour justement tenter de permettre à ce voisin-là de résoudre ce problème? Mais la CAC a choisi une méthode qui est critiquable, qui est d'ailleurs critiquée par les citoyens, les journalistes et les défenseurs des droits humains comme vous et nous, en ce que la CAC, contrairement peut-être à la CEDEAO en Afrique de l'Ouest,
n'intervient ni militairement, ni par la force dans les affaires intérieures des pays membres. Et quand elle intervient en appui au gouvernement des pays quand ils sont en difficulté, soit avec une force hostile intérieure, ou quand ils sont en difficulté ou en situation de lutte contre le terrorisme, comme on l'a vu. Cela suppose que l'intérêt du peuple n'est pas pris en compte. Hein, si vous le dites, je n'ai aucune raison pour vous contredire sur ce point-là. Mais quand je finis de dire ça, je dis la difficulté, le problème, c'est la structure institutionnelle de ces organisations-là. Quand une organisation régionale ou sous-régionale inscrit dans ses textes, les textes dont sont membres les États concernés, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays, on considère de fait et de droit qu'une crise politique, tant qu'elle n'a pas traversé les frontières, notamment en ce qu'il n'y a pas encore de conflit ouvert, soit entre le Congo et la RDC et le Rwanda, ou entre la RDC et tel autre voisin, le Congo Brazzaville, ou tel autre voisin, la République centrafricaine, on essaiera jusqu'ici, ces institutions-là, la CAC et l'Union africaine, essaieront de faire la médiation. Rappelez-vous que l'accord, le protocole d'accord de fin de décembre dernier a été préparé par un envoyé spécial de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, qui a séjourné au Congo pendant pratiquement 6 mois pour essayer de rapprocher les points de vue entre l'opposition, entre l'opposition et la majorité. Alors, Alex Gustave, dans ce contexte maintenant, est-ce que l'élection présidentielle qui est prévue en principe selon l'accord cette année 2017, dans ce contexte, est-ce que cette élection va se tenir, selon vous? On regarde des signaux. Le calendrier est clair. L'accord de la Saint-Sylvestre a clairement indiqué que un nouveau gouvernement, conduit par l'opposition, notamment le Rassemblement, par une personnalité issue du Rassemblement, ce que le président Kabila n'a pas fait, les élections se tiendraient avant la fin de l'année. Dans ce contexte, à quelques mois de la fin de l'année 2017, vous pensez, on regarde des signaux, il y a des risques. Il y a des risques. Lesquels? Mais il y a des risques. Il y a des risques que la détérioration de la situation sécuritaire, la détérioration des rapports d'ailleurs, l'absence de confiance entre les différents acteurs politiques, notamment entre l'opposition regroupée au sein du Rassemblement et la majorité, ne permettent pas effectivement d'aller en bonne intelligence à ces élections qui doivent pourtant se tenir parce que la solution de sortie de crise au Congo aujourd'hui ne passera par aucune autre forme que l'organisation des élections. Merci Alex Gustave Azebazé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et spécialiste des questions africaines. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous ce soir avec les femmes qui ont droit de s'exprimer sur leurs problèmes, sur leurs opinions également, mais aussi sur leur mode de vie. Ces paroles de femmes présentées par Julingue Nyondé à suivre juste après ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.